À la une ce soir, c'est officiel, la Norwegian Airways va s'offrir le ciel guyanais, mais une compagnie aérienne low cost peut en cacher d'autres. Les détails de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane sont à venir dans votre journal. 56 ans après la mort de Justin Cataillé, le Parti socialiste guyanais rend hommage à son fondateur et compte mener de nouveaux projets pour honorer sa mémoire. Comment? Les réponses dans quelques instants. La victoire de l'équipe brésilienne ce matin face au Costa Rica a transporté leurs fans installés en Guyane. La joie des supporters de la CSAO a explosé dans les rues de Cayenne. Des images pleines de joie à découvrir dans votre édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre page d'information locale et régionale. Nous en parlions depuis plusieurs jours, la Norwegian Airways va enfin desservir la Guyane. Une victoire pour la Chambre de commerce et d'industrie qui a suivi de près ce dossier. Autre bonne nouvelle, cette réussite pourrait servir de brèche et permettre l'arrivée d'autres compagnies low cost en Guyane. Les détails de Jean-Marc Avril au micro de Pierre Tréfou. La Norvégienne devrait débuter ses vols à partir du 31 octobre pour une durée allant jusqu'à mars 2019 pour la première période. Voilà. C'est typiquement lié au mode de fonctionnement des low cost, en fait, qui fonctionnent par période. Quand il y a une période creuse ailleurs, ils viennent sur d'autres circuits, en fait, d'autres routes. Donc le travail va commencer maintenant à pérenniser cette ouverture de ligne pour justement nous permettre à toute la population guyanaise de profiter de ces plus bas coûts. La Norvégienne a fait son étude de marché, a approché les services de la Chambre et nous avons noué les contacts pour finaliser cette arrivée. Voilà. Elle est dans son développement, puisque vous avez l'annonce ne concerne pas uniquement la Guyane, elle concerne aussi le Canada pour ces nouvelles routes qui sont ouvertes par la Norvégienne. Donc c'est dans le cadre de son étude de trafic qu'elle s'est approchée de la plateforme aéroportuaire FlexiWay pour ouvrir cette ligne. Néanmoins, comme nous sommes connectés au milieu du monde aérien, nous savons que leur hub en Amérique du Sud, c'est Buenos Aires. Et donc, du coup, on pense qu'on aura d'autres développements. Le 22 juin 1962, l'avion dans lequel se trouvait Justin Cataillé s'écrasait à Déan en Guadeloupe dans des conditions qui restent toujours sujettes à caution. L'homme politique de 46 ans, député, professeur et journaliste, qui a fondé le Parti socialiste guyanais, créé le journal Debout Guyane et milité pour un statut d'autonomie de gestion du territoire, était honoré aujourd'hui par les partisans du PSG. Gaël Oassim a assisté aux célébrations et recueilli les impressions de Roland Léandre. Eh bien pour nous, c'est le père fondateur du Parti socialiste guyanais. Et donc il a instauré d'une manière durable le concept, l'idéologie, les questions d'humanisme, de solidarité et tout ce qui aujourd'hui nous permet de vivre dans une harmonie. Et ce sont des valeurs qui jusqu'à présent, on se rend compte en toute leur importance. Et cela nous permet aussi de passer ces informations-là à la nouvelle génération qui vient, de leur dire que le PSG n'est pas un parti qui est né comme ça, mais qui a véritablement une histoire, avec des personnes qui l'ont dignement représenté. Et quand on voit les circonstances de la mort de Justin Cataillé, on se rend compte qu'il a fait don de sa vie parce qu'il savait qu'il était en danger. Il a affronté pour ses idées, par amour pour son pays, jusqu'au dernier jour, son destin. Et donc aujourd'hui, nous devons ne pas oublier ce sacrifice ultime qu'il a fait pour son pays. C'est un sacrifice qui a permis d'éclairer ce pays-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas mettre en avant ce côté humain et le souci que Justin Cataillé avait du bien-être de sa population, de ses concitoyens. Et je crois que c'est une valeur qui est toujours d'actualité, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est en manque justement de ces données-là, qui fait que la société guyanaise aujourd'hui est un petit peu perdue et qu'on ne sait pas vraiment aujourd'hui comment remettre cette cohésion sociale, remettre ce développement économique en avant par rapport à tous ces oublis. Politique toujours, avec l'amendement déposé aujourd'hui par Lénaïque Adam. Dans une démarche qui s'inscrit dans la continuité de celle de M. Cataillé, le député de la seconde circonscription a proposé la création d'un statut pays d'outre-mer, statut cadre qui permettrait une autonomie sur mesure pour chacun des territoires concernés.
Le chiffre de la semaine est le 4 et il est lui aussi éminemment politique. 4 pour le nombre d'élections qui ont été annulées en Guyane ces 18 derniers mois. Pour rappel, les élections de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, des législatives de la 2e circonscription et plus récemment de la mairie de Reginaco ont été invalidées. Karwin Nassid est sur le plateau pour échanger avec nous. Bonsoir Karwin. Bonsoir Chrysler. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de l'invalidation de chacune de ces élections? Donc je vais commencer par la Chambre de commerce. Donc la Chambre de commerce, il y a eu un problème de vol de matériel. Le législateur a souhaité il y a quelques années que ces élections s'organisent par vote, parce qu'on estimait que les agriculteurs ou les chefs d'entreprise ne se déplaçaient pas suffisamment pour aller voter. Donc du coup, on dit ils vont voter par correspondance. Ce qui se passe aujourd'hui, ou en tout cas depuis quelques années, c'est que les enveloppes disparaissent apparemment. On ne sait pas qui les récupère, donc on ne sait pas qui vote exactement. Donc du coup, l'élection a été annulée pour des problèmes d'enveloppe à la Chambre de commerce. À la Chambre de métier, c'était un problème de légitimité de certains colistiers qui a été mis en cause par l'une des listes, et aussi un problème d'émargement au niveau de la préfecture. En ce qui concerne donc la législative, qui date de l'année dernière. Donc, le Conseil constitutionnel a trouvé qu'il y avait un problème, une absence d'assesseurs dans 2 bureaux de vote à Maripasoula. Et ils n'ont pas cherché plus loin dans la liste qui a été présentée par le candidat adverse. Ils ont juste s'arrêté sur l'absence d'assesseurs. Et ce qui concerne Regina, puisque ça a été évoqué cette semaine, c'est un problème de bulletin, d'un bulletin bleu qui était présenté pour la liste qui a gagné. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est y a-t-il des responsables pour ces couacs, si on peut les appeler ainsi? C'est difficile de pointer du doigt l'un ou l'autre, mais après, on remarque par exemple dans les 4 cas qui viennent d'être cités qu'aucun cas ne se ressemble. Mais en tout cas, il y a quand même une méconnaissance du code électoral et peut-être aussi de la part de ceux qui sont censés organiser les élections, peut-être une mauvaise application donc, du code électoral. À qui profite le crime qui, d'un, coûte du temps et aussi de l'argent aux contribuables? Encore là, je veux dire que c'est difficile à dire. Peut-être à part ceux qui sont censés imprimer les bulletins de vote, parce que chaque fois il y a des nouvelles élections, il faut refaire les bulletins de vote, peut-être les affiches. Donc forcément, il y a quelques personnes qui doivent en profiter de ces élections à répétition, donc qui malheureusement, je pense qu'ils lassent quand même les électeurs qui ont envie de voter 1 fois ou 2 fois, mais pas forcément y retourner 3-4 fois voter. Donc c'est notamment le cas de Regina où ils ont voté donc il y a 2 ans, ils vont revoter il y a 3 ans plutôt, ils ont voté il y a quelques jours, fin mars. Et ils vont revoter dans quelques semaines encore. Mais ce ne sont pas les premiers. Il y a une autre histoire qui remonte un petit peu plus. Oui, pour les gens qui ont peut-être mon âge se souviennent du cas des élections cantonales à Maripasoula où les élections ont été annulées 3 fois. Et 3 fois, les électeurs ont dû aller voter pour régler ce problème. Comment éviter de telles erreurs et répétitions? On parlait tout à l'heure du code électoral, donc du coup, d'une part de ceux qui organisent les élections, je penserais éventuellement à la préfecture, une application stricto sensu du code électoral, mais aussi de part des candidats qui se présentent, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui se présentent sans forcément connaître le code électoral. Peut-être aussi des formations pour ces candidats pour qu'ils apprennent à bien comprendre les obligations qu'ils ont, les devoirs, tout ça. Comme ça éviterait de pousser les électeurs à revenir 15 fois à voter pour un tel, pour un X, et ça fatigue les gens. Merci infiniment, Karwin, pour ces précisions. Je vous propose de vous envoler vers la Martinique où un bilan du passage de l'onde tropicale de ce début de semaine est proposé par nos correspondants sur place. Un mur effondré et ce sont tous les habitants de la rue Paul Césaire qui sont bloqués. Vers 5h30 ce matin, ils ont été réveillés par un bruit sourd. Le moment qu'ils redoutaient tous s'est bien produit. Dans sa coulée, la terre a emporté avec elle le petit passage en béton. J'ai entendu un grand bruit, je me suis réveillée et je dis ça c'est le mur, parce que je sais le mur était fissuré. J'ai vu le maire, j'ai vu M. Letchimi, ils sont venus pendant plusieurs reprises, même le conseiller du quartier. J'ai déjà signalé, depuis 2012, je signale ce mur qui est en train de se fissurer et qui allait tomber. Qu'est-ce qu'on m'a dit au départ? Ah, le mur ne va pas tomber, la mairie n'a pas d'argent. Voilà ce qu'on me disait au départ. Certainement paye tout au travail et du coup l'infirmière qui porte soin à la voisine n'a pas pu intervenir non plus. Les services municipaux réalisent une passerelle provisoire pour désenclaver une dizaine de familles. Lundi, en fonction de la météo, de nouveaux travaux sont envisagés. À Rivière-Pilote, très tôt ce matin, les sirènes d'alarme ont retenti. Une décision prise par le maire.
La montée des eaux, un temps menaçante, n'a finalement pas inquiété les riverains. Une pluie quand même assez agressive. J'ai actionné la sirène simplement, nous sommes vendredi aujourd'hui, faire en sorte qu'il n'y ait pas, que les gens soient alertés en cas de forte pluie, parce qu'effectivement ça commence à descendre et nous savons que c'est pratiquement, nous sommes quand même à confluent les deux rivières, la grande rivière Pilote et la petite rivière Pilote, donc nous avons quand même voulu alerter les gens pour qu'il n'y ait pas de surprise. Une mesure de précaution qui n'inquiète pas vraiment les pilotins, comme habitués par ce type de situation. Ben, ma réaction, comme j'habite tout près du cimetière et tout près de la petite rivière, donc c'est de mettre tout ce que je possède hors d'eau, ainsi que mon foyer, mes enfants. Ils savent qu'il ne faut pas sortir, mais après il y a qui sortent pour le macrélage, comme on dit entre parenthèses, et puis voilà. Mais ils savent que le bout, il ne faut pas passer, ça prend des voitures, ça donne des problèmes, quoi. Autre conséquence des fortes précipitations, la RN5 au niveau de Petit-Bourg a longtemps été bloquée, ce qui a provoqué d'importants embouteillages. Restez avec nous à venir dans votre journal. Un reportage sur les marais d'Illy, trésor écologique enfoui au cœur des savanes. Et puis, retour en ville, où la joie des supporters de l'équipe du Brésil a explosé dans les rues de Cayenne après la victoire face au Costa Rica. Vous n'êtes pas sans savoir, votre journal local va s'offrir une petite pause dans quelques semaines. L'occasion parfaite de revenir sur des reportages qui ont marqué l'histoire de la rédaction. Je vous propose de commencer avec une vidéo qui a assez bien marché sur les réseaux sociaux grâce à la fuite de l'un de ses protagonistes. Souvenez-vous, c'était en mai dernier, notre journaliste Pierre Tréfaux était convié à assister à une opération de contrôle routier organisée par les forces de l'ordre. Ce contrôle a pris une drôle de tournure que je vous laisse découvrir ou redécouvrir. Allez. Un rapide contrôle et le verdict tombe. Encore. Je vous annonce que vous êtes à un taux de 0,96 et un deuxième contrôle à 0,94. D'accord ? Il est 1h29 du matin. D'accord ? Donc à partir de maintenant, vous êtes placé sous notre juridiction pour la procédure de délit. Sans permis ni assurance, pour notre homme, le délit ne s'arrêtera pas là. Il a pris la fuite à pied alors qu'il doit être placé en garde à vue pour le délit de défaut de permis de conduire, défaut d'assurance et le DIA qui est largement au-dessus du taux vu qu'à 0,94 il est largement positif. Il sera finalement rattrapé par les forces de l'ordre. En tout, ce sont 8 agents de la police municipale et 2 de la police nationale qui ont été mobilisés cette nuit. En moins de 2 heures, 5 contrôles d'alcoolémie se sont retrouvés positifs. Pour effectuer ces contrôles, un seul éthylomètre est disponible pour la ville de Cayenne. On arrive à mutualiser les moyens entre la gendarmerie, la police nationale et la police municipale. Donc en termes de moyens, on a des moyens suffisants. Mais effectivement, parfois, il faut que nous nous déplacions un peu pour ça, mais ce n'est pas un problème en soi, en fait. On s'adapte. Ces contrôles sont faits de manière ciblée sur des axes empruntés par les noctambules. En Guyane, c'est en moyenne une trentaine d'automobilistes qui sont tués chaque année. Il faut absolument sensibiliser les conducteurs par des campagnes de prévention et d'information. Et ensuite, il faut qu'il y ait la peur du policier ou du gendarme, comme ce soir. Donc il faut que nous procédions à des contrôles qui ont une vertu pédagogique pour les gens qui n'ont rien à se reprocher, mais qui effectivement peuvent punir les gens qui doivent l'être. En l'occurrence, on peut retenir des permis de conduire, on peut immobiliser des véhicules, on peut reconvoquer des gens et dans certains cas les positionner en garde à vue tout simplement. Donc il faut qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Il est 2h30 du matin, la mission pour les forces de l'ordre se termine par le balai des dépanneuses embarquant les véhicules saisis. Cette fois-ci, c'est Gaël Oassim qui nous a emmenés en balade du côté de Sinnamary. À l'occasion de la Journée de la Nature organisée en février dernier, il nous a offert un tour en bateau dans les marais d'Illy. Bon voyage! On a décidé de conserver cette idée de prix-prix parce que c'est une tradition locale. En fait, ici, les créoles parlent souvent de prix-prix. C'est un milieu vraiment particulier où il y a beaucoup de végétation qui flotte, beaucoup d'humidité, couleurs, patagaï, atipa, voilà, c'est nos prix-prix. Donc nous, on souhaite conserver cette identité à Sinnamary, prix-prix de Illy. La superficie des prés d'Illy, c'est en espace protégé un peu moins de 10 000 hectares, propriété du Conservatoire du Littoral.
Maintenant, c'est un espace qui concerne plusieurs entités écologiques et géographiques, plusieurs milieux. Et on est sur des connexions qui sont pas loin plutôt des 30 à 40 000 hectares. On trouve la loutre géante, on trouve plutôt des espèces de forêts, avec le hocco, le pac, beaucoup d'oiseaux, de singes. Ensuite, on arrive dans les zones marais. Donc là, on est plutôt sur un milieu cordon littoral. Donc beaucoup de félins, encore la loutre, le tamanoir, les canards, les oiseaux d'eau, grèbes, foulques, toutes ces petites choses, les hérons, les aigrettes. On s'approche du littoral et là, on est dans un milieu saumâtre, à salé. Donc on arrive dans les mangroves, avec une biodiversité encore une fois exceptionnelle et même pas totalement inventoriée, qu'on ne connaît pas. Mais des poissons, des cabillailles, les singes hurleurs qui sont très souvent dans les mangroves, beaucoup de rapaces, les crabes, les crevettes. En fait, si on vient à Illy pour se balader et qu'on est un grand aventurier, on va découvrir tout le faciès de la Guyane quasiment. Ayodele Germain a de son côté mis le cap sur l'Oyapock, aux 3 Palétuviers pour être plus exact, à la rencontre de jeunes champions d'échecs que je vous laisse découvrir tout de suite. Vu l'engouement de ces bouts d'hommes, on croirait presque que la cloche sonne pour annoncer la récré ou l'heure du goûter. Eh bien non. En ce début d'après-midi dominical, c'est l'heure du jeu d'échecs, un moment très attendu par les élèves. Le roi, son échec, il faut boule, il faut regarder comment bon, sortir le roi de cet échec. Ça aide à réfléchir, ça aide à travailler ta tête, à comprendre. Tu as continué à regarder, après tu comprends comment on joue. Après, c'est comme ça qu'on apprend. Pourquoi tu aimes bien les échecs? Parce qu'on gagne. En 2004, le jeu d'échecs a été introduit dans le programme de l'unique école du village des 3 Palétuviers. Une idée du rectorat qui souhaitait alors, par les échecs, lutter contre l'échec scolaire. Mission accomplie, l'an dernier, l'école a comptabilisé 100% de réussite. C'est un prêt-à-penser stratégique, une partie d'échecs. Vous observez le jeu d'échecs. Qu'est-ce qui se passe sur ce jeu d'échecs? Qui a bougé quoi? Ensuite, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a bougé telle pièce. Puis seulement, vous après, vous réfléchissez, qu'est-ce que je peux faire pour éviter une attaque, pour au contraire moi-même aller un petit peu à l'offensive. Ensuite, vous jouez, vous gagnez. Donc ce prêt-à-penser stratégique, on peut l'appliquer au niveau des matières disciplines, c'est ce qu'ils font, et on arrive à avoir des résultats tout à fait corrects, et même plus que corrects, tant à l'école qu'au niveau du collège. On arrive quand même à des taux de scolarisation après le collège qui sont largement au-dessus de 50%, et les jeunes se tiennent jusqu'à la fin de leurs études de lycée globalement. Il y a un engouement, les parents se sont mis à jouer aussi aux échecs et puis on s'aperçoit en fin de compte que c'est devenu un petit peu une marque de fabrique du village. Une marque de fabrique exportée vers l'Hexagone en 2007 lors du tournoi de France d'échecs qui s'est tenu à Aix-les-Bains. Les cavaliers des 3 Palétuviers y ont remporté la moitié des parties après seulement 1 an de pratique. Et la devise de l'école de 3 Palétuviers depuis 2004, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une devise de Mark Twain et on s'aperçoit qu'ils le font. Une autre manière aussi de dire les choses pour l'équipe enseignante, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Pour notre dernier reportage souvenir de la semaine, c'est moi qui vous ai donné rendez-vous à Saint-Laurent pour une opération mêlant solidarité et théâtre avec la compagnie Cocolampo, une initiative qui s'est inscrite dans le cadre du Festival des Tréteaux du Maroni organisé en avril dernier. Une pièce de théâtre qui se joue en direct, sous les yeux ébahis d'un public averti ou pas, c'est le rôle de la brigade du théâtre qui sévit en ce moment à Saint-Laurent. Et les brigades théâtrales, ce sont des jeunes professionnels issus du théâtre école Cocolampo qui interviennent dans les quartiers
pour faire goûter un moment de théâtre aux personnes qui sont empêchées ou aux personnes qui sont éloignées de l'offre culturelle. Et les extraits qu'on choisit, en général, ce sont des extraits de comédie, parce que l'époque est quand même un peu parfois sombre, agitée, donc je crois que le rire fait du bien à tout le monde. Et voilà, donc nous avons des extraits un peu plus ou moins longs, et aussi des contes pour les enfants. Tout ceci peut être traduit dans les langues parlées dans l'Ouest guyanais, en français également, voilà, il y a un petit peu pour tout le monde, pour tous les âges. Une invitation spontanée à l'art très appréciée par les spectateurs. Bon. En général, les gens sont contents, parce qu'ils sont étonnés souvent, sauf quand c'est à la demande, parce que nous avons aussi des demandes, des particuliers qui disent « Est-ce que vous ne pouvez pas jouer dans mon quartier ? J'inviterai du monde dans ma maison est grande, vous pouvez jouer là et j'invite les voisins. » Donc voilà, en général, l'accueil est très bon. Aujourd'hui, c'est au centre hospitalier que les acteurs se sont exprimés, rendant l'établissement un peu plus humain. Ça permet d'humaniser, entre guillemets, cet espace hôpital qui est un espace de soins, dont le métier premier c'est le soin. Mais à partir de là, ça peut amener la vie dans cet espace et faire qu'on se rapproche un peu plus de la ville et que l'espace soit le plus réduit possible. Puis tenir compte aussi de ce qui se fait sur le plan culturel. On est dans un bassin de culture ici et il est important qu'on puisse associer la culture à cet espace qui est aussi un espace de vie. Ce mode d'expression a des vertus curatives et permet parfois aux malades d'exprimer des sentiments par d'autres moyens que les mots. En tant qu'éducateur spécialisé, on utilise souvent comme média, comme technique pédagogique, des activités comme la musique, comme le théâtre. Et à cet effet, on a eu l'occasion au cours de l'année dernière de mettre en place un atelier théâtre avec Coco Lampou dans le secteur de psychiatrie, hôpital de jour adulte, où nous avons pu observer des résultats extraordinaires parce que le théâtre c'est aussi le lieu où ils peuvent mettre à jour, exprimer tout ce qu'ils ne peuvent pas mettre en mots. Quand l'art se fait soin pour une approche plus humaine de l'hôpital. Retour au présent avec la victoire de l'équipe du Brésil face au Costa Rica ce matin. La CSAO s'est imposée 2-0. Il n'en a pas fallu plus pour que les rues de Cayenne soient en proie à la liesse populaire. Gaël Ouassim, Pierre Tréfou. C'était très difficile pour le Brésil, mais il a assuré à la fin. Mais bon, tu sais, pour gagner un bon match, il faut que ce soit difficile. Sinon, il n'y a pas la joie. Vous allez voir là, avec tout ce monde-là, avec toutes ces personnes. Je pense qu'ils ont le cœur avec le Brésil. Tout le monde avec le Brésil. Grâce à Dieu et grâce au Brésil qu'on est là. Mais on avait souffert un peu, mais là, maintenant on est au roi. 2-0. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 22 juin. C'est officiel, la Norwegian Airways va s'offrir le ciel guyanais, mais une compagnie aérienne low cost peut en cacher d'autres. Les détails de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ont été dévoilés dans votre journal. 56 ans après la mort de Justin Cataillé, le Parti socialiste guyanais rendait hommage à son fondateur et a présenté de nouveaux projets pour honorer sa mémoire. Comment? Les réponses vous ont été apportées il y a quelques instants.
La victoire de l'équipe brésilienne ce matin face au Costa Rica a transporté leurs fans installés en Guyane. La joie des supporters de la Seleção a explosé dans les rues de Cayenne. Des images pleines de joie que vous avez appréciées dans cette édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisi. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer un excellent week-end avec les programmes d'ATV Guyane, des Sama ou Passa Wanbuneti.